Hello tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du jour. Ça fait un petit moment, ça doit bien faire un mois ou plus peut-être même que je n'ai pas fait d'épisode par ici parce que je vais vous expliquer un petit peu tout ça, toute la raison de mon absence, le fait que j'ai pas mal déserté aussi mes réseaux sociaux. J'ai continué à faire quelques posts LinkedIn, mais pour être honnête avec vous, c'était aussi beaucoup des posts qui existaient déjà sur d'autres plateformes, donc que j'ai recyclé. Donc c'était facile. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à vous dire, comme vous l'avez vu dans ce titre. L'idée c'est de vous partager des leçons, on va dire ça comme ça, des apprentissages, des choses que je ferai autrement, qui m'ont fait aussi changer un petit peu en cours de route, qui m'ont fait prendre certains virages dans l'année 2024. Tout autant en fait dans ma vie perso que dans ma vie pro, parce que vous le savez dans ce podcast, mine de rien, il y a quand même un fil rouge, mais on parle autant, on va dire, de problématiques qui touchent à une vie de femme, à une vie d'entrepreneur, à une vie de maman, à toutes ces casquettes, donc que à purement, on va dire, du business, de la stratégie, etc. Donc, je pense que comme beaucoup, 2024, ça n'a pas été l'année que j'avais imaginée et ça a malheureusement, on va dire, mal commencé dès le début de l'année, puisque le 7 janvier dernier, puis j'en avais fait un épisode, j'ai perdu mon meilleur ami Seb, qui était aussi le parrain de ma fille, de façon très brutale. Il n'était pas malade ou quoi que ce soit, ça a été très brutal, et très brutal dans tous les sens du terme, très, très violent. Donc, forcément, ça a été un petit peu loin de tout ce que j'avais prévu, et en même temps, cette année-là m'a aussi offert des leçons que j'aurais jamais pensé vivre, ni même, j'ai envie de dire, être capable de porter. Donc, je vais pas trop revenir sur tout en détail, c'est plutôt plus pour vous déposer le contexte, puisque j'avais fait un épisode quasiment à la suite de la mort de mon meilleur ami, et je sais qu'à l'intérieur j'étais complètement bouleversée, donc je vous laisserai aller l'écouter si ça vous intéresse. Je vous avais partagé pas mal justement de leçons, de choses que je vivais à ce moment-là, etc. S'en est suivi ensuite le décès de mon beau-père en avril. Donc voilà, encore une autre figure, on va dire, importante dans ma vie, dans ma vie de famille aussi, le papa de Chris. Donc sa disparition, ça a été un nouveau coup dur, un rappel aussi quelque part que la vie, on va dire, aussi belle soit-elle, peut basculer à tout moment. Alors oui, c'est un peu bateau, mais quand on vit ce genre de moment, on n'a plus le choix en fait de se rappeler ce genre de choses, que ce soit la vie de nos proches, donc ça renforce aussi certains liens. On va dire que c'est un peu le côté positif du truc, mais que ce soit notre propre vie à nous aussi. Moi, j'ai beaucoup pensé à ma vie. Genre vraiment, ça a été peut-être l'année la plus philosophique de ma vie, vraiment. J'ai beaucoup pensé à la vie, à son sens, à ma vie, on va dire, de façon très individualiste aussi. En tout cas, ces deux pertes-là, à quelques mois d'intervalle, forcément, ça a été un séisme dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Ça a bouleversé mes priorités, mes émotions, la manière dont je vois le temps qui passe aussi. Et donc, si aussi je fais cet épisode, c'est parce que je sais que chacune d'entre nous traverse des moments où on a l'impression que tout s'effondre, où on perd ses repères, on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Parfois, on a envie de tout arrêter aussi. Mais c'est aussi ces moments qui, paradoxalement, nous enseignent le plus sur nous-mêmes et sur ce qui compte vraiment. Donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous partager là dans ce prologue, on va dire, de podcast, avec plusieurs leçons. Il y en a 7, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je vous en rajouterai une dernière. Et justement, la première leçon, c'est celle-ci. C'est que la vie est imprévisible. Et c'est justement, je pense, qui la rend précieuse. En tout cas, ça a été un peu le bilan là que je me suis fait. Quand Seb est parti, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tout ce que j'avais pas encore eu le temps de lui dire. Et c'est souvent le cas quand on perd quelqu'un de proche. C'est tous ces moments qu'on reporte en se disant qu'on aura le temps, on remet à plus tard toutes ces conversations importantes, on se dit faut qu'on s'appelle, on s'appelle pas. C'est ces petits gestes d'amour, de gratitude, parce qu'on pense que demain est acquis en fait. Mais c'est vrai, on se dit tous demain je vais me réveiller tranquillement. Mais la vérité c'est que demain n'est jamais garanti. Et en fait ça, j'en ai vraiment pris conscience cette année.
Parce que perdre Seb, ça m'a appris aussi que la vie, elle est précieuse, justement en fait parce qu'elle est imprévisible. Que chaque instant compte, que chaque moment que tu passes avec les gens que t'aimes, en réalité c'est un vrai cadeau. Et oui, encore une fois, ça peut paraître hyper cliché de le dire, mais c'est tellement vrai en fait. Euh, ne reportez pas ce qui est important. Dites je t'aime aux gens que vous aimez. Genre prenez le temps de vivre ces petits instants du quotidien parce qu'en fait c'est eux en fin de compte qui forment la trame de nos vies. Et avec mon beau-père, c'était la même chose. Alors c'était des relations qui étaient différentes. C'était pas mon papa, mais bon mine de rien, voilà, ça faisait quand même 3 ans et demi qu'il était dans ma vie. C'est le grand-père de ma fille. Moi j'ai vécu aussi à un moment donné chez Chris aussi, ils m'ont accueilli. Enfin, il y a un passif. Donc c'est la même chose, j'ai réalisé en fait que le temps qu'on partage avec les autres, il est limité, qui peut être infiniment riche si on y met du sens. Mais c'est pas tant une question de durée en fait, mais plutôt d'intensité et de présence. Et d'ailleurs, ça m'a fait la même réflexion avec ma fille, c'est que j'ai tellement été au travail et tout, etc. ces derniers temps, surtout la période de lancement là. Je vais pas vous mentir, depuis le lancement de mon livre jusqu'au lancement de l'académie, au moment où sort ce podcast là, on est début janvier. Mais depuis septembre, c'est la folie. Donc tout un trimestre et même plus qui s'est écoulé où j'ai beaucoup travaillé. Je savais aussi qu'entre guillemets c'était le prix à payer de mon retour en France. On s'y prépare, mais je pense qu'on n'est jamais assez prêt. Et à la fois, j'ai l'impression de me plaindre d'un truc qui est extraordinaire et c'est pour ça que je me suis tue en fait pendant longtemps parce que je me suis dit mais t'es qui pour te plaindre alors que t'as un de tes plus gros projets qui est en train de sortir et 2 mois après, ton deuxième plus gros projet. Un livre et une académie business, un programme d'accompagnement, etc. Donc forcément, on se sent coupable. Et moi, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre parce qu'en plus, mes projets, ils fonctionnent. Ils cartonnent. Mon livre, il a cartonné à sa lancée. Et mon académie, c'est pareil, elle a été accueillie encore plus que ce que j'espérais. Enfin, c'est... En réalité, quand je pense juste purement objectif, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mais au niveau de ma charge émotionnelle, ça a été très intense. Et c'est pour ça que j'ai trouvé super difficile, parce que peut-être que certaines personnes ont vu passer le post ici, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur ce podcast aujourd'hui, où je vous ai parlé un peu de l'envers du décor de cette année, avec un titre un peu putaclic, c'est vrai, en disant Instagram est fake, etc. Alors non, Instagram n'est pas complètement fake, mais on y montre ce qu'on veut quand même. Et mine de rien, c'est difficile aussi, je trouve, de vous montrer les vraies choses. Alors moi, j'essaie tant bien que mal, mais il y a toujours des mini-choses que malheureusement, je peux pas. Parce que je suis zioutée par tout un tas de personnes. Et c'est difficile, du coup, parce que j'ai l'impression que je suis obligée de me scinder en des milliers de parts de moi, qui ont envie de vous dire plein de choses, mais il y a une espèce de confidentialité qui doit rester quand même, et c'est normal, puisqu'il y a des choses qui touchent à mon entreprise, il y a des choses qui touchent à des collaborateurs avec qui je travaille aussi. Donc c'est difficile, et du coup on garde un peu pour soi, et les seules personnes à qui on peut vraiment en parler, c'est nos potes et nos proches. Sauf que tout le monde ne comprend pas non plus, enfin en tout cas dans ma famille... je les aime plus que tout, mais ils comprennent pas forcément non plus les défis que je vis, parce que je suis à ce jour encore la seule entrepreneur, puis je pense que je le resterai. Il n'y a pas trop d'âme d'entrepreneur dans ma famille, mais c'est pas grave, c'est pas une fin en soi encore une fois, mais du coup on partage pas les mêmes défis, donc ça isole et ça invisibilise un petit peu. En tout cas, pour conclure avec cette première leçon, elle reste simple, mais elle est essentielle. C'est de pas laisser la vie en fait passer sans la vivre pleinement, et ça va en fait un peu avec mon fil rouge et mon message de fond, quoi. Respirer, savourer et surtout aimer sans retenue, parce qu'au final, c'est ces moments-là qui restent. La deuxième leçon que j'ai retenue de cette année, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler, par contre, on peut choisir comment on avance. Encore une fois, avec tous ces décès, moi, ma première réaction, ça a été de me sentir complètement impuissante. Parce que ce genre de perte te rappelle brutalement, c'est le cas de le dire, que peu importe à quel point tu organises ta vie, il y a des choses que tu peux pas prévoir, que tu peux pas empêcher. C'était la même chose avec mon beau-père 3 mois après, très violent, forcément. On a à peine fait le deuil de notre meilleur ami, si ce n'est que je pense que, pour être très sincère avec vous, j'ai pas encore tout à fait le deuil. Je le sens que c'est encore fragile quand j'en parle, je le sens. J'ai toujours l'émotion qui monte énormément. Mais c'est comme si, en fait, cette leçon, elle revenait en fait encore plus fort. La vie avec toute sa beauté, elle est aussi incroyablement imprévisible au final. Et malgré tout, la vie continue, comme on dit. L'entreprise, elle s'arrête pas. Ma vie de maman, elle s'arrête pas. Les responsabilités familiales non plus.
Et être entrepreneur, bah, vous le savez, c'est aussi porter plusieurs casquettes en permanence. C'est celle de la chef d'entreprise, c'est celle de la maman, c'est celle de la femme qui essaye tant bien que mal, on va dire, de tenir debout alors que bah, tout semble s'écrouler littéralement. Je me souviens d'un moment, on va dire, assez précis. On venait d'apprendre le décès du papa de Chris, donc le 30 avril dernier, et donc on a dû rentrer forcément en catastrophe, puisqu'on était à Bali, hein. On a dû rentrer en catastrophe. On n'a pas pu rentrer le lendemain. On est parti le surlendemain, déjà pour plusieurs raisons. Parce que il fallait tout organiser. Il fallait qu'on mette la nanny en pause. Il fallait qu'on trouve quelqu'un pour la maison, etc. Enfin bref, tout un tas de choses. Qu'on prévienne le propriétaire que possiblement on n'allait pas rentrer tout de suite, qu'on allait peut-être passer un trimestre entier en France. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin, mais s'il y a des personnes qui voyagent, vous le comprendrez. Et même si vous voyagez pas, vous le comprendrez aussi, je pense. Enfin, vous allez pouvoir vous imaginer, mais c'est comme un déménagement un peu précipité, parce qu'on a dû faire les valises en fait, en vitesse. On a pris un peu le premier vol. Enfin bref, donc c'est violent aussi. Enfin, moi, je sais que je suis sensible à beaucoup de choses. Mon environnement me rend énormément sensible. Et la violence des événements a rendu la chose encore plus accrue, en fait. Et du coup, j'ai aussi pas énormément su gérer. Enfin, du moins, j'ai fait de mon mieux. Chris m'a dit que j'avais vachement géré, mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression de pas gérer. Mais je crois que, en fait, on n'a pas le choix quand on est dans ces moments-là. Donc, c'est ultra stressant. On a vécu un vol ultra stressant. En plus, Chris est très stressé pendant les vols, ce qui fait que moi, je gère vraiment tout. Je gère, moi, mon propre stress, plus la petite, parce que il y a quand même plus de 24 heures de voyage, etc. Enfin bref, en fait, tout le contexte, entre guillemets, si vous arrivez à vous plonger dedans, il était juste terrible. Donc il y avait tout ce stress de voilà, faut qu'on rentre, il y a la famille, il y a les papiers, il y a l'enterrement, il y a machin, tout ça. Et en même temps, tout ce stress du voyage, est-ce qu'on a oublié quelque chose, tout ça, qu'est-ce qu'on a oublié de couper. C'est beaucoup de choses en fait. Fallait qu'on rende les scooters en vitesse, fallait qu'on appelle le proprio, qu'on négocie une pause dans notre loyer, etc. Enfin bref, tout un tas de choses. Et je me souviens, j'étais en France du coup à ce moment-là, donc début mai, et j'étais complètement déconnectée de la réalité. En fait, on était rentrés chez les parents de Chris, quoi, enfin dans la maison familiale de Chris. On a cohabité avec une de ses demi-sœurs, mais qui voit quasiment jamais, enfin bref, et sa famille qui sont venus, etc. Ça a été un enfer pour moi. Enfin, en fait, voilà, je ne veux pas forcément revenir ni détailler, parce qu'en fait, encore une fois, je sais que je suis écoutée et zioutée, etc. Donc voilà. Mais pour moi, ça a été un enfer. C'est pas de la faute de personne en particulier, c'est juste que moi, je suis de nature introvertie, je vous l'ai déjà dit. C'est difficile pour moi de. C'est pas de m'intégrer, parce que je crois pas que ce soit vraiment un problème d'intégration, parce que le problème, c'est que justement, moi, je suis un vrai caméléon et je m'adapte un peu aux personnes qui sont en face de moi. Je m'adapte à leurs émotions, à leurs comportements, à tout un tas de choses. Donc je sais me montrer très très empathique quand il le faut, mais je sais aussi faire preuve d'une grande froideur quand il le faut aussi. Et là, ça a été une colocation de l'enfer. C'était horrible. Bon, déjà, moi, j'étais en plein lancement de Multipassion Prioritize, donc bref, c'est peut-être un gros détail, mais faut pas oublier qu'on est entrepreneur, ça veut dire que décaler des lancements, c'est potentiellement faire une croix sur un certain chiffre d'affaires, donc ça a été la merde aussi financièrement pour une entreprise, on va se dire les choses. Déjà que je venais à peine, on va dire, de me sortir de la merde que c'était décembre 2023 et janvier 2024, parce que j'étais tellement à fond sur l'académie, qu'en fait j'ai encaissé les revenus de l'académie, mais en bêta-test, donc il y avait que dalle. Et je vous ai dit, j'étais en perte sur ça, parce que j'ai travaillé avec une ingénieure pédago, etc. Enfin bref. J'ai fait des mauvais choix, ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment dans la merde financièrement. Que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai répété un schéma que je m'étais dit plus jamais, etc. après la fermeture de mes entreprises entre 2021 et 2022. Et je me suis dit, c'est pas possible, je comprends rien aux leçons que la vie m'enseigne ou quoi. Enfin vraiment, je me jugeais très fort. Et là, un mois de mai, c'était un peu pareil. Sauf que là, le problème, c'est que faute, on va dire, de contrôle, j'ai dû décaler tous mes lancements. Je venais en plus de recruter une Customer Care Manager, Floriane, d'ailleurs, petit coucou et gros bisous à Floriane si tu passes par ici, qui a été absolument extraordinaire, parce qu'en fait, je l'ai onboardée dans un contexte chaotique, mais il n'y avait pas d'autre mot. Chaotique, il n'y avait pas de process dans ma boîte. Mon beau-papa venait de décéder, ce qui fait que j'ai quasiment pas pu passer du temps avec Floriane pour l'onboarder. Enfin, voilà, si vous en êtes à ce stade dans votre entreprise et qu'en fait vous
vous avez déjà recruté quelqu'un, même si c'est, je sais pas, une assistante virtuelle, une adjointe administrative, etc. Vous voyez un petit peu le process, onboarder quelqu'un. Quand je dis onboarder, c'est faire rentrer quelqu'un dans votre entreprise. Ça prend du temps, mine de rien, parce que il faut potentiellement reformer cette personne, ou si c'est pas la reformer, il faut en tout cas lui apprendre les process, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, la culture de votre entreprise, c'est quoi le poste, etc. Et moi, ça, j'ai quasiment pas pu le faire. Mais c'est aussi là que j'ai vu qu'en fait, du coup, Floriane faisait largement l'affaire parce qu'elle a été d'une proactivité incroyable. Donc je me suis dit, à la fois, c'est un bon test aussi. Et on verra. On était parti sur un mois d'essai, au final, très bien. Enfin bref, là, je me suis un peu éparpillée, mais voilà, en tout cas, j'ai dû essayer de trouver l'équilibre entre ces deuils-là, entre ces responsabilités. Et je me suis rendu compte qu'après toutes ces pertes, tout était une question d'équilibre fragile, en fait. Que je devais honorer mes émotions, que je devais me laisser le droit aussi de les vivre, de les ressentir, de pas toujours être performante, d'arrêter de culpabiliser, parce qu'en fait, voilà, l'étiquette de la culpabilité, elle m'a pas quittée. Alors déjà que quand on est maman, je pense que dès qu'on accouche, même pas, dès qu'on est enceinte, il y a déjà l'étiquette de la culpabilité qui vient vous coller et qui se décollera plus. Enfin, moi, c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais c'est un peu la sensation que j'ai. Je crois qu'on culpabilise tout le temps quand on est maman, pour un tout, pour un rien. Alors ça, moi, j'ai jamais autant culpabilisé que depuis que je suis maman. Mais là, c'était encore un autre sujet. C'était vraiment, je culpabilisais dans ma propre boîte, en fait. Je me disais, j'arrive même pas à être là pour mes collaborateurs, je les fais rentrer dans mon entreprise, déjà que c'est le chaos dans la boîte, mais en plus, je suis même pas avec eux pour leur expliquer un peu ce qu'il faut faire. Enfin, c'était une dinguerie, quoi. Vraiment une dinguerie. Donc, j'ai dû apprendre à écouter aussi mes limites, à annuler des réunions, à déléguer beaucoup plus, à accepter que certaines choses n'iraient pas aussi vite que je l'aurais voulu. Ça a dû décaler pas mal de lancements. Et au final, heureusement pour moi, on va dire, les lancements après qui ont suivi se sont super bien passés, et tant mieux. Enfin, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'en fait, vu tout le travail qui avait quand même été mis en place, parce que même quand j'étais en France, entre le mois de mai et le mois de juin, on est reparti après courant juin, j'ai essayé de travailler en fait. C'était très difficile parce que j'étais pas dans mon environnement, on était en colocation avec tout le monde venait vous solliciter, personne comprend que vous êtes sur votre ordinateur en train de taffer, tout le monde frappe à la porte de votre chambre, enfin bref, je pense qu'il y en a qui vivent ce genre de choses. Voilà, moi c'était ça le contexte. Et en plus j'avais la petite, donc personne ne pouvait vraiment nous la garder, donc elle était dans la maison. Alors voilà, il y avait la grand-mère qui était quand même, la maman de Chris qui était quand même à s'en occuper, un peu tout le monde et tout, mais vous avez jamais complètement votre charge mentale qui est libre. Enfin moi à ce moment-là c'était impossible, il n'y avait pas de mode de garde, enfin c'était n'importe quoi. Je ne sais même pas comment j'ai tenu, c'était absolument n'importe quoi, donc du coup j'ai dû prioriser. Et là je pense que la priorisation est aussi un des maîtres mots clés de cette année parce que j'ai dû énormément apprendre à prioriser en fait. Ça l'était déjà en 2023 quand je suis devenue maman, mais là, waouh, prioriser tout ce qui est important et faire face à l'imprévu, quoi. La troisième leçon, je sens que ce podcast va vraiment durer longtemps parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à vous raconter. La troisième leçon, ça a été que ma vulnérabilité, c'est aussi une force. Et c'est pas forcément une faiblesse. Alors oui, encore une fois, c'est un peu cliché, on le dit toujours, mais elle est vulnérable, c'est trop bien, tout ça et tout. Oui, mais en fait, quand on se rend vraiment vulnérable, mine de rien, même si vous savez que j'ai tendance à le faire pas mal sur les réseaux et je le fais pas par tendance, parce qu'il faut être absolument authentique et vulnérable, etc. Mais c'est que je pense que j'ai identifié ça chez moi. C'est que chez moi, c'est une vraie zone de génie. Je sais pas comment expliquer si on peut parler de zone de génie, mais c'est une vraie force. C'est-à-dire que à la fois, ça m'est difficile de vous partager ça, mais à la fois, ça m'est très simple. Je sais pas comment expliquer ce paradoxe. C'est-à-dire que c'est toujours difficile d'appuyer sur publier, dans le sens où, en fait, je pense toujours aux milliers de yeux qui vont regarder ça et aux potentielles retombées et conséquences de ça, puisque il y aura toujours un petit commentaire, malgré les centaines de commentaires qui vont être positifs, qui va me plomber, et on le sait, le cerveau a tendance à se focaliser sur le négatif. Alors oui, c'est le jeu de mon métier, l'exposition sur les réseaux, je l'ai choisi, etc. Oui, mais bon, là, c'est pas le sujet. Mais il n'empêche que moi, ça vient toujours me trigger à ce niveau-là. Et à la fois, c'est simple, dans le sens où c'est moi, en fait. C'est moi, je suis comme ça aussi dans la vie, j'ai besoin, on va dire, de ça. Mais là où ça me dessert, c'est que du coup, ça crée des failles, ça crée des brèches, et il y a des gens qui rentrent dans ces brèches. Et du coup, ça sera un de mes prochains points que je vais développer dans les leçons que j'ai à vous donner aussi, parce que des gens sont rentrés dans mes brèches aussi cette année-là, à cause de ces vulnérabilités-là que justement, j'ai peut-être un peu trop assumé, donc ça m'a fait remettre en question pas mal de choses. Mais
Cependant, j'accepte, et c'est important pour moi de toujours me montrer tel que je suis, on va dire, tel que je vis les choses. Mais encore une fois, et d'ailleurs, je crois que c'est Aline du compte The Beboost qui le disait dans un de ses derniers podcasts, je ne sais plus lequel, qui disait quelque chose, alors je vais paraphraser, mais de très vrai à ce sujet, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à tout vouloir montrer de manière authentique, etc. Et d'en faire un peu une mode, mais au final, on arrive toujours à tourner l'échec ou la galère comme un truc, bah finalement ça va, c'était pas si terrible. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, c'est jamais des vrais échecs, c'est un peu des faux. Il y en a d'autres neuroscientifiques qui ont parlé de ça aussi, enfin bref. Bon, là, c'est pas trop à ce jeu-là que j'ai envie de jouer, parce que oui, finalement, oui, c'était pas si terrible, etc. Mais c'est juste qu'il y a toujours des choses qu'on ne peut pas partager malheureusement. Même si on aimerait, parce que bah, du coup, quand on les vit, on trouve aucun contenu dessus. Bah, moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là, à me dire putain, mais pourquoi personne parle de ça? Et en fait, je comprends pourquoi personne parle de ça, parce que moi non plus, je peux pas en parler de ça. Donc désolée encore une fois de rester assez vague, mais c'est des choses dont je parle. Dont je parle avec mes amis, avec mes proches, ou même avec certaines personnes dans le réel, mais je pourrais jamais en parler sur les réseaux. En tout cas, pour cette troisième leçon, donc ma vulnérabilité, oui, j'ai compris que c'était une force, que c'était pas une faiblesse, bien qu'elle m'ait un petit peu desservie, etc. Mais ces moments-là, on va dire, m'ont appris que se montrer vulnérable, ça peut aussi renforcer nos relations. En fait, en me permettant d'être honnête sur ce que je ressentais, j'ai découvert aussi une nouvelle profondeur dans certaines relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, mais aussi des choses qui m'ont desservi. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que la vulnérabilité, c'est pas se briser ou perdre le contrôle, en fait. C'est aussi avoir le courage de se montrer tel qu'on est, avec ses forces, justement, ses faiblesses, ses contradictions, d'accepter que c'est suffisant. Et moi, c'est un petit peu dans ces moments que j'ai trouvé une certaine résilience, on va dire, que c'est pas que je pensais pas avoir, parce que je pense que je suis quelqu'un de naturellement assez résiliente. Si je dois faire un petit pont avec le Human Design, je vous rappelle que je suis ligne 3-5. Donc je crois que la ligne 3, c'est quand même une ligne qui teste and learn, hein, clairement. Qui teste, qui apprend, qui échoue et qui se relève un petit peu malgré tout. Bah, moi, c'est un petit peu ça, mais c'est pas ça que dans le business, hein, c'est ça dans ma vie de façon générale. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester. C'est pour ça que je fais beaucoup d'activités, que j'accepte aussi, même si c'est difficile, parce que j'aime bien être performante, mais j'accepte d'être débutante et de me dire allez, t'échoues et c'est pas grave et machin et ci et ça. Mais voilà, en tout cas, ça m'a aussi apporté un nouveau regard sur le leadership. Je pensais qu'être une bonne leader, c'était aussi tout maîtriser, tout savoir, avoir toujours un plan. Mais cette année, j'ai appris que le vrai leadership, c'est aussi savoir se dire je vais pas bien aujourd'hui, mais je suis là. C'est montrer qu'on est humaine, que même dans nos moments les plus fragiles, on peut continuer aussi à inspirer, à connecter, à avancer. Donc cette leçon, je l'emporte avec moi finalement, parce que si la vulnérabilité m'a appris une chose, c'est que c'est loin d'être une faiblesse. C'est une super porte au final qui construit des ponts, c'est une force puissante, ça transforme tout un tas de choses, et je pense que je m'appuierai dessus davantage, et que j'ai pas envie de laisser partir cela, même si parfois ça nous dessert, encore une fois. La quatrième leçon, c'est d'assumer encore plus qui je suis, en fait. D'assumer encore plus qui on est, avec toutes nos contradictions. Parce que cette année, j'ai appris que s'assumer vraiment, c'est pas que accepter nos forces et nos qualités, mais c'est aussi embrasser toutes nos contradictions, tous ces aspects de nous, on va dire, qui collent pas toujours avec l'image que les autres se font de nous, vous voyez, ou même celle que d'ailleurs qu'on voudrait renvoyer. Et moi, 2024, ça a été une année où mes contradictions ont été pas mal mises en lumière, en commentaire, dans mes DM, etc. Parfois de manière bienveillante, parfois pas du tout. C'est le jeu des réseaux, je crois, mais d'un côté, je suis perçue comme une femme audacieuse, qui aide les autres à se libérer, à être elle-même, etc. Pourtant, dans ma vie, moi aussi, il m'arrive d'avoir peur, il m'arrive de douter, il m'arrive de tomber dans des schémas que je dis vouloir briser. Et certains de ces paradoxes, on va dire, ont été pointés du doigt, comme s'ils diminuaient un peu ma légitimité, ma crédibilité, d'ailleurs notamment lors de mon dernier post. Alors ça n'a pas été dit de manière malveillante ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste quelque chose dont je me suis fait la réflexion. Je vous ai publié
enfin c'est pas le dernier post, mais dans mes derniers posts, là, ce fameux bilan, on va dire, un peu de mes échecs 2024, des choses que j'aurais préféré qu'il se passe autrement. Et en fait, quelqu'un m'a dit, je comprends pas parce que moi j'ai lu ton livre et en fait, c'est complètement contradictoire avec ton dernier post, quoi, en gros. Et j'ai pas compris sur le moment, genre vraiment, ça a été une vraie question, j'ai pas compris en fait la relativité entre ces deux points, entre mon dernier post et mon livre, parce que du coup, moi je l'ai interprété comme, ça voudrait dire que du coup j'écris un livre sur, oui, assumer qui on est, etc., vivre ses multifacettes, jongler entre plusieurs choses, etc., bon, tout un tas de choses, pourquoi choisir quand on veut tout faire, quoi. Et qu'en même temps, j'aurais pas le droit d'exprimer mes échecs, le fait que j'ai eu du mal justement à jongler avec plusieurs choses, parce que c'est contradictoire. Alors peut-être que c'est une contradiction, et moi, elle m'a pas du tout dérangée, cette contradiction, parce que je suis humaine et j'ai pas envie de m'invisibiliser, en fait. J'ai pas envie de m'auto-censurer sous prétexte que j'ai écrit un livre qui, entre guillemets, dit le contraire. Parce qu'encore une fois, c'est pas un livre tout beau tout rose. Pour les personnes qui l'ont lu, vous comprendrez. J'ai pas non plus souhaité brosser dans le sens du poil en disant voilà, tout est possible, etc. Je crois pas forcément à ça d'ailleurs. Mais je l'explique très bien dans le livre. Mais bref, et je vais pas m'empêcher non plus, je vais pas m'auto-censurer sous prétexte que j'ai écrit un livre sur le fait de jongler avec toutes ces facettes, etc. Et que parfois je trouve ça difficile et j'ai envie de l'exprimer, puis ça reste mes réseaux sociaux, donc je pense que je fais ce que je veux aussi. Mais donc voilà, c'est pas bien méchant, il y en a eu d'autres qui ont été beaucoup plus malveillants que ça, mais ça m'y a fait penser, je me suis dit, en fait, c'est une leçon quoi, d'assumer encore plus qui je suis avec mes contradictions. Et d'ailleurs, l'autrice... Anaïs Nin le disait très bien aussi, elle parlait beaucoup des contradictions qu'elle avait, et puis bon, c'est vrai que c'était un personnage vraiment contradictoire, si vous connaissez sa vie, vous allez comprendre pourquoi, elle avait une sacrée vie, mais je crois que j'ai encore plus envie en fait d'assumer ça, j'ai encore plus envie d'assumer ça, même parfois je prône souvent l'importance de ralentir, de respecter ses limites, et pourtant, moi-même, il m'arrive encore de me retrouver épuisée après un lancement, après une grosse période de travail, j'encourage... beaucoup les autres à être alignés, mais il y a des jours où moi aussi je me sens pas alignée. Alors est-ce que ça veut dire que je reste dedans, etc. Non, mais moi aussi ça m'arrive de ressentir ça. Et est-ce que ça fait de moi une hypocrite ou je sais pas quoi? Non, je pense pas. Je pense que ça fait juste de moi quelqu'un d'humaine qui vit avec tous ces paradoxes, qui vit avec toutes ces parts d'ombre, qui vit avec toutes ces contradictions. Voilà, c'est le meilleur mot que je puisse poser dessus. Et ce que j'ai compris, c'est que nos contradictions, c'est pas des défauts à gommer ou à vouloir cacher, hein, pas du tout. Pour moi, c'est le reflet de notre complexité, de notre humanité en fait, vraiment. Et elle montre aussi quelque part qu'on est en évolution constante, qu'on navigue justement entre différentes facettes de nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui nous rend authentiques, c'est qu'on a tous et toutes des aspects de notre personnalité qui semblent se contredire. Par exemple, être ambitieuse tout en aspirant à vouloir une vie simple. Aimer être entourée mais avoir besoin de solitude. Vouloir plus de liberté mais s'imposer des règles strictes. Toutes ces contradictions, elles ne nous affaiblissent pas en fait. Elles vont justement enrichir notre expérience, elles vont nous permettre d'explorer diverses versions, diverses dimensions de nous-mêmes. Donc assumer nos contradictions, c'est refuser de se limiter à une seule version de soi-même au final. C'est dire, oui je suis ambitieuse, mais parfois je suis fatiguée, parfois j'ai envie de tout arrêter. Ou alors oui je prône l'alignement, mais parfois moi aussi je me perds. Et c'est ok, comme là cette dernière période. J'ai plus été alignée avec tout un tas de décisions que j'avais prises. C'est pas avec mon business model en tant que tel, mais c'est plus des choses en interne. Il y a eu des choses qui se sont vachement désalignées de mon côté et j'ai dû prendre des décisions. D'autres, du coup, décisions que celles que j'avais prises. Mais c'est vraiment accepter que les autres, ils n'aient pas toujours la même vision que nous aussi. J'ai appris que peu importe à quel point on essaie de se montrer sous son vrai jour, il y aura toujours des gens pour interpréter nos actes ou nos paroles de leur propre manière. Et ça aussi, c'est normal. Donc finalement, ces critiques, entre guillemets, constructives ou non que j'ai reçues cette année, elles m'ont forcé à me poser des questions difficiles. Pas pour essayer de me conformer, mais pour mieux comprendre pourquoi certaines choses me touchaient autant. Et j'ai réalisé que ce qui me dérangeait le plus en réalité, c'était pas les jugements en eux-mêmes en fait, mais ma propre peur d'être vue comme incohérente. Alors au lieu de fuir cette peur, j'ai juste décidé de l'affronter, et ce sera le cas pour la prochaine année qui vient aussi. J'ai accepté en fait que mes contradictions elles soient visibles, qu'elles fassent partie de ce que je suis. Et au final, ça m'a libérée. Parce que pour la première fois, en fait, là j'ai senti, ces derniers temps, j'essaye plus de me justifier. Je me contente, entre guillemets, juste d'être moi, dans toute ma complexité. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette leçon-là aussi, parce que c'est
il y a un peu une morale derrière, c'est d'arrêter d'essayer d'être une version parfaite de vous-même. Soyez, comme je dis toujours, la version la plus entière, la plus complète, la plus juste, avec toutes ses nuances, toutes ses forces, toutes ses faiblesses et toutes ses contradictions. Parce qu'au final, c'est dans cette authenticité que réside votre vraie puissance. Donc n'ayez pas peur que vos contradictions, elles soient pointées du doigt, elles le seront de toute façon. Si quelqu'un les remarque, c'est qu'il vous voit vraiment déjà. Et si cette personne les critique, c'est souvent un reflet de ses propres insécurités. Mais voilà, je ne vais pas vous faire de la psychologie comptoir, mais vous voyez un peu le principe. C'est pas vos insécurités à vous, au final. Donc cette année, et pour l'année qui arrive, là surtout, j'ai décidé d'assumer encore plus qui je suis. Pas juste les parties faciles ou, on va dire, socialement acceptées, mais tout. Les doutes, les contradictions, les changements d'avis, parce qu'en fait, c'est ça aussi être pleinement soi. Et je vous invite à faire la même chose, à vous montrer tel que vous êtes, sans filtre, sans excuse, parce que c'est dans cette sincérité que vous allez trouver votre plus grande force. Le 5e point, oui, je crois que j'en suis au 5e, je sais plus, il me semble. Le 5e point, la 5e leçon, c'est d'apprendre à poser mes limites. Alors, c'est une leçon que je répète assez souvent. 2024 m'a encore énormément challengée à ce niveau-là. Encore une fois, je pensais que c'était un truc que j'avais passé, que ça y est, je savais enfin poser mes limites. Et il faut croire que pas dans tous les domaines. Alors dans ma vie privée, je crois que ça va. Et ça a été dans ma vie professionnelle que ça a été le plus challengeant pour moi, notamment sur le plan humain. Entre tous les projets en pleine expansion, les recrutements, la gestion d'une équipe qui grandit, etc., j'ai dû apprendre parfois à mes dépens à justement poser mes limites. Et j'ai réalisé en fait que souvent je disais oui un peu par automatisme. Je disais oui pour aider, je disais oui pour ne pas décevoir, je disais oui pour éviter les conflits. Je disais oui aussi pour éviter de me faire humilier sur la place publique, parce que je ne suis pas célèbre et je ne suis pas un personnage public, mais avec le minimum de notoriété, on va dire, que j'ai, je sais que je peux littéralement me faire détruire aussi. Et en fait, j'ai déjà un passif avec les humiliations sur la place publique. Avant même que je sois sur les réseaux, j'ai déjà été humiliée quand j'étais au lycée, etc. Bref, devant du public, en fait. Donc j'ai déjà, en fait, un traumatisme à ce niveau-là, ce qui fait que parfois je prends des décisions qui viennent d'un espace de peur, tout simplement. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'à force de tout accepter, en fait, je me mettais en retrait. Je négligeais mes propres besoins, ou en tout cas les besoins de mon entreprise, et j'épuisais mon énergie à moi. Donc, ça a été compliqué, surtout ces dernières semaines. J'ai dû faire preuve de pas mal de leadership. J'ai dû prendre pas mal de décisions, comme tout chef d'entreprise, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, mon entreprise a triplé de chiffre d'affaires là par rapport à N-1, donc c'est chouette. Mais ça va pas sans les conséquences derrière. C'est-à-dire que sur les réseaux, on a tendance à voir que le beau, encore une fois, et à se dire « Oh, c'est super, tu te rends compte je dis n'importe quoi comme chiffre. Hein. Je suis passée, je sais pas moi, de 20 000 euros par an, voilà, par exemple, à 60 000. Voilà, j'ai triplé. Voilà, imaginons que c'est ça. C'est super. En fait, sur le papier, ça a l'air génial, du coup. Mais ça amène beaucoup de responsabilités. Et forcément, je crois que ça va avec le chiffre qui va avec. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, vous savez, je fais pas forcément mon marketing autour des chiffres. Je fais pas mon marketing autour de mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires sur le dernier lancement, c'est pas un secret, puisque de toute évidence, je vous ferai un podcast dessus. On a fait à peu près 250 000 euros sur ce lancement-là. Mais du coup, à l'année, ça s'est lissé et on s'approche des 700 000 et l'an prochain, on ira au million, etc. Et encore que moi, quand je vous dis on ira au million, c'est pas un truc genre c'est un super goal, c'est juste à peu près ce qu'on a prévu de faire en fonction de moi des charges que j'ai autour. Mais bref, mais c'est pas genre un ultra goal, etc. Moi, je rêve pas d'une entreprise où j'ai 50 salariés. Je l'ai toujours dit depuis le début, c'est pas du tout le genre de business qui, moi, me fait vibrer, en fait. Moi, j'aime entreprendre au sens propre. J'ai pas envie d'avoir un truc où je gère que de l'humain, parce que justement, j'ai eu à en gérer là dernièrement et je trouvais ça super compliqué. Donc bref, justement, pour revenir un peu à ces recrutements, c'est des recrutements qui m'ont poussée à me redéfinir, en fait, parce que les recrutements ont été pour moi un terrain d'apprentissage hyper brutal, parce que je me suis rendu compte que poser mes limites ne concernait pas seulement ma charge de travail, mes horaires, etc., mais c'était aussi mes valeurs, mes attentes envers les autres. Et travailler avec une équipe, ça implique de clarifier non seulement moi ce que je veux, mais aussi ce que je ne tolérerai pas. Et donc certaines collaborations, dernièrement, ont été difficiles,
Pas parce que les personnes impliquées étaient pas compétentes ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, moi, pour ma part, j'avais pas été claire sur mes attentes dès le départ. Donc ça m'a permis de déjà mieux définir mes standards, mieux communiquer. Et après, c'est passé tout un tas de choses, mais je m'étalerai pas à ce sujet encore une fois, parce que je sais que je suis écoutée par plein de personnes. Mais il s'est passé plein de choses très violentes, très très violentes pour moi. Des choses que plus jamais je ne laisserai passer, et je m'y engage. Des choses que j'ai eu peur de remettre en question en me disant « Oh mais non, je peux pas lui dire ça quand même, c'est à moi de prendre un peu sur moi », alors que j'ai vraiment reçu des choses, des messages, vraiment violents de la part de collaborateurs. C'est anormal. Vraiment, ce qui s'est passé dans mon entreprise, c'est une vraie dinguerie. Pour en avoir parlé un peu à d'autres chefs d'entreprise, parce que du coup, j'ai dû, entre guillemets, aller chercher de l'aide ailleurs et en parler à d'autres chefs d'entreprise qui font déjà beaucoup de chiffres d'affaires. Tout le monde a été profondément choqué. J'en ai parlé à ma coach, Amélie Riendo. D'ailleurs, ma coach me suit là depuis déjà le mois de septembre et on enregistre à chaque fois des épisodes pour son podcast. Donc, j'évoque un petit peu le sujet intérieur, un tout petit peu plus en profondeur qu'ici. Mais encore une fois, vu que je sais que je suis écoutée, j'ai pas trop pu y aller. Mais un petit peu quand même, mais elle est au courant de tout, elle, en privé. Et si ça vous intéresse de voir un petit peu plus aussi toutes les coulisses en entier de mon lancement, je vous mettrai le nom de sa chaîne de podcast dessous qui s'appelle Les Femmes Accomplies. Femmes Accomplies, je crois, pas Les Femmes Accomplies. Et bref, et du coup, il y a plein d'épisodes avec moi. En tout cas, ça m'a énormément chamboulée, ça m'a vraiment demandé de reposer mes limites, ce que je tolérais, ce que je tolérais pas. Je me suis sentie pieds et mains liés dans mon propre business. C'était la première fois, honnêtement, que ça m'arrivait et j'ai encore beaucoup d'émotions dans la voix, en fait, parce que ça a été vraiment, vraiment, vraiment violent pour moi. Même si j'ai toujours tendance à prendre beaucoup de responsabilités, j'ai pas tendance à victimiser le truc en me disant « Oh non, c'est pas moi, c'est toujours les autres, etc. » Au contraire, moi, je prends peut-être un peu trop de responsabilités en me remettant un peu trop en question. Donc là, j'ai essayé de scinder de façon juste en me disant « Ok, moi, il y a plein de choses que j'ai mal faites, ça c'est certain. » Mais ça m'apprend aussi, en fait, parce que un lancement comme ça, c'est la première fois que je faisais un aussi gros lancement. Et donc, forcément, il y avait plein de process qui étaient pas mis en place, ça a été un peu la merde, même un petit peu en interne. Entre guillemets, ça a touché un petit peu mes clientes aussi. Donc là, après, on a réussi à réajuster le tir, mais vraiment, ça a été vraiment très compliqué. Et à côté de ça, dans ma vie personnelle, je vivais aussi des choses très intenses où on a remis énormément ma place de maman en question, voilà, de la part de certains proches. Mais pareil, je citerai pas, etc., parce que je suis écoutée. Mais on m'a fait comprendre doucement que j'étais pas forcément une bonne maman. Enfin, des choses vraiment, vraiment, vraiment violentes. Auquel forcément je m'attendais pas. Donc en fait, quand tout ça vous tombe un peu sur le coin de la gueule, il y a plus énormément de piliers sur lesquels se reposer, parce que quand même, alors pas ma vie familiale, parce que moi ma vie avec Chris et avec Liana se passe très bien, et je pense heureusement, parce que je crois que ça a été un des seuls piliers sur lesquels je pouvais vraiment compter. J'ai pu aussi compter sur certains amis, et heureusement, vraiment. Donc bref, ils se reconnaîtront. Je remercie très fort ma Chloé d'avoir été là aussi énormément pour moi à ce moment-là, et tout un tas de personnes. Mais bref, c'est une période qui est derrière moi, mais qui m'a quand même qui est obligée de me faire tirer des leçons, parce qu'en fait ça ne pourra plus jamais se passer de cette façon-là, parce que je le tolérerai plus en fait, et j'accepterai plus jamais en fait qu'on... je suis désolée pour l'analogie, mais en fait c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, qu'on arrive, qu'on chie devant ma porte et qu'on vienne pas nettoyer en fait, et qu'on me dise débrouille-toi avec ça. En gros c'est un peu ça, c'est un peu la situation que j'ai l'impression de vivre. Mais ça m'a fait remettre aussi beaucoup de choses en question de mon côté, encore une fois. Donc c'est pas que les autres ou que ce que les autres ont fait, c'est juste que c'est un ensemble de choses et qui n'auraient pas dû arriver, parce que j'aurais dû poser mes limites avant. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous partager, enfin je crois que c'est la dernière, c'est que je ne peux pas tout porter toute seule. Alors c'est un peu le dernier mantra que je me suis fait, c'est tu ne peux pas porter tout toute seule. C'est en rapport encore une fois avec les recrutements. Je pense que j'ai jamais autant recruté aussi que cette année. Forcément, quand une entreprise est en croissance, voire même en hyper croissance, parce que là vraiment, quand on triple de chiffre d'affaires, il y a
beaucoup de choses à revoir. Il y a des piliers qui n'étaient pas du tout stables dans mon entreprise qu'il a fallu revoir. On est en phase de process. Il y a du changement en interne puisque du coup, Floriane, pour les personnes qui la connaissent, qui sont clientes chez moi, qui est Customer Care, elle passe aussi bras droit pour moi. Donc, elle passe OBM, elle prend un gros poste là chez moi. Et je suis très contente de lui donner ce poste, très honnêtement. C'est très mérité, voilà, Floriane, si tu passes par là. Vraiment, j'ai aussi des collaborateurs qui sont incroyables. Faut juste que j'apprenne à bien m'entourer, à bien déposer les contours de nos collaborations. Je vais être encore en phase de recrutement l'an prochain, mais s'il vous plaît, ne déposez pas vos candidatures. On reçoit souvent des candidatures spontanées, et je sais, je le comprends, mais tant que je ne recrute pas, s'il vous plaît, ne déposez rien, ni dans mes DM, ni sur le support, parce qu'on a déjà plein d'emails. Mais quand c'est cas, vous ne en faites pas, je passe des annonces. Je passe des annonces. Là, j'ai une adjointe administrative qu'on onboard. J'ai une responsable pédagogique qui va gérer toute la partie pédagogie de l'académie. J'ai mes coachs en interne, mais je pense qu'on va recruter d'autres coachs aussi pour les prochaines sessions parce que j'aurai besoin de plus d'effectifs, parce que je pense qu'on va accueillir plus de candidatures. Donc du coup, moi, il me faut plus de coachs pour pas que ça modifie l'expérience client et que vous restez quand même dans un cocon. Voilà. Enfin bref, il y aura des petits postes comme ça à droite à gauche qui vont se libérer, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Mais voilà, 2024 m'a appris que je pouvais pas gérer tout toute seule, qu'il faut que j'apprenne à demander de l'aide. C'est une leçon que je connaissais déjà en théorie, mais que j'avais pas encore pleinement intégrée. Demander de l'aide, c'est très difficile pour moi, genre vraiment très difficile. C'est même pas que dans le business, parce que oui, j'ai eu l'habitude de tout faire toute seule, parce que c'est ça, hein, quand on est entrepreneur, vous le savez, on est un vrai couteau suisse, on fait plein de choses de son côté. Et j'ai été un peu habituée à faire beaucoup de choses comme ça. Mais dans la vraie vie, enfin dans ma vie perso, c'est la même chose. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Je demande jamais d'aide. Jamais. Même quand je suis dans des galères financières, je me débrouille tout le temps toute seule. Tout le temps. L'an dernier, c'était pareil. De toute façon, en fait, c'est un peu malheureux, mais c'est que aucun de mes proches vont pouvoir vraiment m'aider. En tout cas, dans mes galères financières, il y a personne qui peut m'aider autour de moi. Il y a personne, littéralement personne. Donc à chaque fois, je cherche même pas en fait à essayer de dire écoutez, là on a une petite galère, etc. C'est juste, je suis en mode action-réaction, recherche de solutions et je fais du mieux. Donc voilà, en tout cas, j'ai appris justement, j'ai vu l'importance d'avoir une équipe solide, des personnes sur qui je pouvais vraiment compter, qui m'ont soutenue dans des moments où j'avais plus la force d'avancer, clairement, d'avancer seule. Donc voilà, encore une fois, ma Customer Care Manager a joué un gros rôle, qui est devenue OBM, c'est pareil. Elle m'a énormément aidée. J'ai dû apprendre à faire confiance, parce que déléguer et faire confiance, c'est aussi accepter que les choses, elles seront pas tout à fait faites comme je l'aurais fait moi-même. Et en fait, c'est ok. J'ai appris que l'essentiel, c'est de m'entourer de personnes qui partagent aussi ma vision, même si elles ont leur propre façon de l'exécuter quelque part. Et d'ailleurs, ça me fait venir un peu sur la dernière leçon, parce qu'il me semble qu'il en manque une, sur justement toute cette vision. Alors, je ne saurais pas comment l'exprimer, mais en fait, la leçon que là, je tire, on va dire, factuellement là de cette année, c'est que tout le monde ne suivra pas ma vision, et il faut surtout pas que j'abandonne ma vision pour autant. En fait, c'est pas que j'ai eu du mal, mais comment expliquer ? Je me suis rendu compte que quand je voulais recruter, en fait, dans mon entreprise, je me suis dit, oui, on est une équipe, c'est trop cool, je vais trouver des gens qui sont trop alignés à ma vision, c'est trop bien, on monte ça ensemble. Et en fait, ça s'est pas passé exactement comme prévu, dans le sens où c'est malheureux, mais c'est ainsi. Et je le dis du coup à tous les solopreneurs qui m'écoutent, vous êtes et vous serez toujours tout seul dans votre business. Alors c'est un peu pessimiste, mais c'est toujours vous qui tenez la barre. C'est toujours vous qui prendrez les décisions. À moins que vous ayez un associé, dans ce cas, c'est autre chose. Mais si vous n'êtes pas associé, même si vous avez une super équipe, c'est pas vraiment eux qui prendront les décisions à votre place. Et surtout, ils seront pas toujours alignés à votre vision, parce que c'est votre vision, justement. Donc, vous, votre rôle en tant que leader, c'est de les emmener avec vous dans votre vision, dans ce que vous projetez pour votre entreprise et pour votre vie. Si ces personnes ne sont pas capables de suivre, ou ne veulent pas suivre, ou tout un tas de choses, alors il faut s'en séparer. Et ça, je sais que c'est très, très, très difficile. Et moi, c'est une grosse leçon, là, du coup, que je tire. Quand tu as une vision claire, que tu es ambitieuse, et parfois en dehors des sentiers battus, c'est inévitable que certaines personnes ne te suivent pas. Parce que peut-être que tu es trop audacieuse à leurs yeux, peut-être que tu es trop rapide, peut-être que tu es juste différente de ce qu'ils connaissent. Et donc au début, ça peut faire mal, moi c'est un peu comme ça que je l'ai senti,
Parce qu'on a tous envie d'être compris, on a tous envie d'être soutenus. Mais la vérité, c'est que ta vision, elle n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Et moi, j'ai eu des moments cette année où je me suis demandé si j'allais pas trop loin, si je devais pas ralentir, si je devais pas rentrer dans un moule. Mais à chaque fois, je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé. Ce que je construis n'a pas besoin d'être validé par tous, il a juste besoin de résonner avec les bonnes personnes. Et ça, c'est une sacrée leçon que je tire de cette année parce que j'ai commencé avec des personnes, certaines personnes en 2023, on était alignés sur la vision et en 2024, on s'est désalignés. Et j'ai pas eu envie, moi, de changer ma vision parce qu'encore une fois, c'est mon entreprise. Je fais ce que je veux. Je guide comme j'ai envie de guider. J'ai pas envie d'être mains et pieds liés, en fait, dans mon entreprise. J'ai pas quitté le salariat pour ça, j'ai pas signé pour ça, en fait, comme on dit. Donc, certaines personnes ont quitté mon chemin parce que elles comprenaient pas où est-ce que je voulais aller. Ou entre guillemets, on se comprenait pas sur... vous voyez, c'est comme, j'ai envie de dire, une start-up. Alors, désolée de comparer ça au modèle start-up pour ceux qui écoutent, mais une start-up, au début, c'est compliqué. Voilà, on a des collaborateurs, etc. On sait pas trop où on va, on n'a pas énormément de fonds, parce que souvent, il y a eu des levées de fonds derrière, etc. Bon, moi, il n'y a pas de levée de fonds, etc. Mais on sait que je suis encore en croissance. Donc, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, mettre en place, mais que pour le moment, financièrement, on ne peut pas se permettre avec la boîte, on budgétise tout, etc. Mais du coup, ça me demande d'avoir des personnes qui croient en moi, qui croient en mon projet, qui croient en ma vision. Et ça me demande d'avoir des personnes qui sont peut-être aussi capables, pas de faire une entaille sur leur propre chiffre d'affaires, mais de se dire, bah voilà, moi je commence avec toi à ce point-là, et on fera évoluer petit à petit parce que je crois en ta vision. Et moi, j'ai besoin d'avoir ce genre de personnes qui m'aident à co-construire sans se dire, ben non, du coup, moi je comprends pas ça, j'ai pas envie de ça, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est un peu la leçon que je voulais vous donner. Tout le monde ne voit pas ce que vous voyez, tout le monde ne ressent pas ce que vous ressentez, et c'est pas une raison pour tout arrêter. Donc si vous attendez que tout le monde vous suive et vous applaudisse, vous risquez de vous perdre en route. Donc j'ai compris que ma vision, c'était ma boussole. Elle ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. Donc si vous croyez profondément en ce que vous faites, si vous savez que c'est aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez apporter au monde, alors continuez. Même si c'est dur, même si c'est solitaire parfois parce que les gens vont vous dire « Ben non, moi désolé, je te suis pas. Ben non, désolé, moi le salaire, il me convient pas. » C'est pareil, voilà, c'est que la négociation, même avec des collaborateurs, etc. C'est que la négociation, mais si vous êtes aligné avec votre vision, continuez parce que c'est dans ces moments-là que vous vous rendez compte que justement elle est plus forte que tous les doutes que vous allez avoir autour. Donc c'est un peu la dernière leçon que je voulais vous partager à ce sujet. En tout cas, pour conclure un petit peu, encore une fois, mine de rien, il n'y a pas eu que du négatif, ça serait bien que je vous balance un petit peu de positif aussi, parce que j'ai l'impression de vous shooter beaucoup de négatif, mais je sais aussi que c'est humain et que mine de rien, c'est rassurant aussi pour vous, alors c'est un peu triste, mais c'est vrai. On aime bien aussi se rassurer, entre guillemets, avec les échecs des autres. C'est pas malsain pour autant, mais c'est rassurant et je le comprends tout à fait. Mais j'ai aussi envie, peut-être dans un autre épisode ou dans un post, je sais pas quel format ça pourra prendre, mais de vous montrer aussi ce qu'il y a eu de beau cette année, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été merveilleuses et qui m'ont fait grandir aussi d'une autre façon. Donc voilà, cette année, elle a été brutale, elle a été dure, mais elle a été dans tous les cas transformative. Elle m'a forcé à réfléchir, à affronter des vérités que j'avais peut-être ignorées beaucoup trop longtemps. J'ai appris que la vie, elle était précieuse, qu'elle était imprévisible, comme je l'ai dit, que mes limites ne sont pas une faiblesse, mais un outil pour protéger mon énergie, que mes contradictions ne sont pas des défauts à cacher, mais plutôt des facettes, en fait, qui enrichissent ma vision et mon entreprise, que tout le monde ne comprendra pas ma route, ma vision, mais que c'est pas une raison d'en dévier, en fait, et surtout que j'ai pas à tout porter toute seule. Donc, si je peux vous laisser avec une pensée, ça serait celle-ci, c'est que la vie, le business, les relations, il n'y a rien qui est figé. Tout est en mouvement et c'est justement dans ce mouvement qu'on trouve l'espace pour grandir, pour se transformer et pour bâtir quelque chose de profondément aligné avec qui on est. Alors pour 2025, je vous souhaite pas et je me souhaite même pas une année parfaite parce que je crois que ça n'existe pas. Mais par contre, je vous souhaite une année où vous aurez le courage d'apprendre, de vous tromper, de pivoter si nécessaire, de continuer à avancer malgré tout, parce que c'est là aussi que réside la vraie force. C'est dans la capacité à se relever, encore et encore, à créer une vie, un business qui nous ressemble vraiment, sans déroger ou se travestir et accepter un truc qui n'est pas complètement OK pour nous. Donc voilà, merci de m'avoir accompagnée pour cette année et j'ai envie de vous dire, de toute façon, au moment où cet épisode sera posté, on sera déjà en 2025. Je vous souhaite une bonne année. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je ressortirai un épisode. J'espère bientôt.
Mais merci à tous et toutes aussi pour vos nombreuses écoutes malgré mon irrégularité, pardon. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des choses à partager avec moi après cet épisode sur Instagram. Je serais ravie de lire vos retours dans les DM. Voilà, bye bye tout le monde.